Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission TechCare, une émission enregistrée dans le cadre du salon IFTM Top Resa. Au programme de cette émission aujourd'hui, tout d'abord le grand angle sur l'héritage numérique des Jeux Olympiques et Paralympiques, les pitchs des startups, l'interview de Charles Tandonnet sur les ambitions du groupe Travelsoft et enfin la chronique d'Hugo sur les taxis volants. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui Charles Telitzin, vous êtes directeur général d'Eonaix, Corinne Ménégo, directrice générale de l'Office de tourisme Paris Je t'aime et Paul Bouzol, fondateur d'Affluence. Alors, les Jeux Olympiques et Paralympiques ont été un terrain à ciel ouvert pour de nombreuses entreprises du tourisme qui ont pu expérimenter de nouvelles solutions ou ont renforcé des dispositifs déjà existants grâce à des aides de l'État notamment. Mais quel sera l'héritage numérique de ces Jeux d'un point de vue touristique ? Corinne, je vais commencer par vous. Quels ont été les dispositifs numériques mis en place par l'Office de tourisme de Paris spécifiquement pendant ces Jeux ? Alors l'enjeu pour nous était vraiment de se focaliser sur l'expérience visiteur, qui est un de nos sujets clés, effectivement en termes de satisfaction, parce qu'un client content fait la meilleure publicité possible effectivement pour la destination. Et donc on a travaillé sur une web app, myparisjet'aime.com, qui a vraiment pour objectif d'être une cartographie adaptée au tourisme. Donc l'idée c'est de prendre vraiment le visiteur du moment où il arrive sur le territoire jusqu'au moment où il repart, j'insiste sur le départ, et pour pouvoir le guider sur tout ce qu'il a comme service à faire autour de lui, et plus une série, je dirais, d'informations un peu rédactionnelles, mais plutôt éditorialisées en fonction vraiment d'infos pratiques. Quand on est une fois sur place, on n'a pas besoin d'inspiration de la même façon que quand on prépare son voyage. Donc on est vraiment sur de l'info plutôt pratique, transport, qu'est-ce que je peux faire autour de moi, qu'est-ce qu'il y a la semaine pendant que je suis là, quels vont être les événements qui vont être là. La cartographie permet de se déplacer et d'avoir notamment les itinéraires les plus pratiques selon les modes de transport, effectivement pour rejoindre un point à un autre, voire même de l'itinéraire intelligent pour pouvoir promouvoir des activités sur le chemin. Je suis passionnée d'artisans, puisque c'est un de nos sujets Paris Local. Je veux aller d'un point A à un point B. Du coup, on me propose de passer par 2 ou 3 adresses d'artisans qui sont sur mon chemin, dans un rayon de 500 mètres, par exemple, de plus. Et le dernier point, c'est véritablement la possibilité de pouvoir contractualiser, en tout cas réserver directement sa billetterie. Donc, je suis à côté du Louvre, je voudrais aller au Louvre, en fonction de l'affluence qu'il y a ou pas, je vais chercher mon billet, je prends mon billet et du coup je peux directement y aller. Donc à la fois l'inspiration, la réservation, tout ça en itinérance également. Oui. Ça n'existait pas avant. Typiquement, c'est pas le genre de service que vous proposiez ? Eh bien non, ça n'existait pas et à ma connaissance, ça n'existe pas beaucoup, nulle part d'ailleurs. En tout cas, pas sur le cumul de l'ensemble des services en fait. Il y a des morceaux cartographiques, il y a des morceaux billetterie, il y a des morceaux itinéraires, il y a des morceaux d'information, mais tout ensemble au même endroit, finalement, ça n'existait pas. Et donc c'est un vrai enjeu également effectivement pour nous. Après, l'enjeu technologique est quand même et sur la cartographie, mais également sur la partie notamment connexion avec des services de billetterie extérieure, évidemment, qui est quand même un enjeu, on connaît, compliqué, mais qui demain pourrait permettre quand même à un voyageur, l'idée c'est ça, c'est aussi d'avoir un espèce de compte unifié demain. On n'y est pas encore. Mais j'ai mon compte Paris Je t'aime. Avec mon compte Paris Je t'aime, je suis reconnue et je n'ai plus besoin de re-rentrer mes coordonnées pour commander mon taxi, pour commander effectivement mes tickets de métro, etc. Et ça, c'est un projet que vous avez sur le long terme, par exemple ? Oui, tout à fait. Alors ça a été lancé grâce aux Jeux, puisque les Jeux nous ont servi d'accélérateur et nous ont permis aussi d'obtenir des financements, évidemment. Ça a été très mis en avant, effectivement, pendant les Jeux, grâce à notre maillage territorial et à la visibilité avec les applis, notamment de Paris 2024. Et l'idée, c'est d'en faire un outil pérenne qu'on fera évoluer effectivement dans le temps. Et on en reparlera justement sur cet héritage ensuite, à la suite. Avez-vous des chiffres sur l'appropriation de ces outils ? Est-ce que ça a marché ? Est-ce que ça n'a pas marché ? Alors ça a marché, c'est-à-dire qu'évidemment on a fait x2 en termes de fréquentation pendant les Jeux. Après on reste sur des chiffres qui sont relativement limités, on doit être à 150 000 vues aujourd'hui. Par contre des taux d'engagement qui sont assez forts. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'une fois que quelqu'un est sur place, qu'il utilise les services de cartographie, notamment on l'a testé sur le Père-Lachaise, puisqu'on
a fait la cartographie du cimetière avec le parcours touristique sur place. Et là, on voit bien que les gens utilisent complètement le service. Donc je pense qu'il y a une vraie attente pour un service sur place. Après, il faut le temps que ces marques se fassent connaître et évidemment émerger, je dirais, dans la foison de marques qui existent et d'outils qui existent. C'est pas toujours facile, mais évidemment, la marque Paris Je t'aime sera un levier fort, j'imagine, pour la suite. Très bien, et on reparlera des projets juste après. Pour alimenter ces cartes, il faut bien sûr avoir à disposition des données. Charles, je me tourne vers vous. EONAX est une association qui a pour ambition de créer une infrastructure qui permettrait à tous les acteurs du tourisme de partager leurs données et de créer de nouvelles sources de revenus. À quel point les JOP étaient clés dans l'expérimentation de projets d'échange de données? Alors c'était déterminant parce qu'effectivement on était tous obligés de réussir. On était condamnés à réussir. Et ça compte dans un projet technologiquement et techniquement assez difficile d'avoir une forte motivation. L'enjeu il était très simple, hein. 330 000 passagers chaque jour qui potentiellement, auxquels on devait ajouter à peu près 8 à 10 000 dans les journées les plus importantes, 8 à 10 000 athlètes, staff technique, etc. Et potentiellement, on pouvait avoir à la fois les passagers normaux qui étaient pénalisés par ce flux, ces grumeaux qui arrivaient, et en même temps une très mauvaise image avec les 30 000 journalistes qui allaient arriver en même temps. Donc c'était très important de réussir. C'est très important de le réussir en matière opérationnelle, offrir le service, l'accueil, le plaisir qu'on a tous vécu, hein, parce que c'est une très grande réussite même au niveau international en termes d'organisation. On est sollicité par les Jeux Olympiques, par exemple, de Los Angeles, qui nous ont demandé de copier un certain nombre de choses qu'on a employées. Donc on voit que ce moment-là, c'était un moment unique pour réussir. Et pour rien vous cacher, 2 ans auparavant, il y avait une hésitation très forte de prendre le challenge, de réussir ça et de passer le cap. Voilà. Donc ça a été une très très bonne occasion de pousser à bout, de bout en bout, les opérations avec tout ce qui était nécessaire en mobilité, par exemple. Justement, est-ce que vous pouvez revenir sur un exemple d'expérimentation qui a été menée? Un exemple très très simple. Auparavant, les agents d'aéroports de Paris, par exemple, savaient parfaitement se déplacer, accompagner une délégation. Là, on a dû rajouter des milliers de volontaires qui n'étaient pas les mêmes d'un jour sur l'autre, etc., qui devaient avoir les cartes, pouvoir savoir exactement par où ils passaient. Il fallait que tout soit coordonné, que les temps d'attente à la police, par exemple, soient réduits. Vous savez qu'aux Jeux Olympiques de Londres, il y a eu un scandale, un fiasco total sur le sujet. On a pu l'éviter. Il a fallu faire en sorte que se rencontrent les délégations avec les bus. Il y avait jusqu'à 600 bus par jour. Ça vous paraît peut-être rien, mais je vous garantis que 600 bus non habituels sur des terminaux qui ne sont pas faits pour les recevoir, ça aurait pu bloquer l'accès, etc. Ça ne l'a pas fait. Et ça ne l'a pas fait parce que tout a été préparé en amont avec des données qui ont été partagées. Et les gens qui avaient les données d'arrivée des délégations, ceux qui étaient dans les compagnies aériennes, ceux qui étaient à la SNCF, les gestionnaires des bus, etc., Aéroports de Paris, sont coordonnés tous ensemble pour partager ces données, simuler tout ce qui allait se passer le jour d'avant et le jour dit, évoluer parce qu'évidemment, ça ne s'est pas passé comme c'était prévu. Une partie des bus n'était pas là, une partie des délégations avait manqué, etc., où il y avait beaucoup plus de passagers à mobilité réduite, etc. Ouais. Donc ça a permis d'anticiper et à la fois d'agir en temps réel, aussi d'avoir les informations tout simplement. Toutes les informations ont été transmises en anticipation, ont permis d'agir avec des modèles de simulation. D'ailleurs, on a fait travailler des startups là-dessus. On a aussi mis en place des systèmes d'enregistrement déporté, comme le COJO nous l'avait recommandé. Ça a été le cas dans les Jeux Olympiques précédents. On a eu quand même 80 banques d'enregistrement déportés de l'aéroport où les athlètes finalement ont donné leur bagage en amont et ils sont arrivés main libre à l'aéroport. Vous voyez, ce type de choses-là, on a pu l'organiser avec toutes ces datas qui ont été partagées et au début ça a été un peu complexe. Voilà. Et puis tout le monde... De convaincre les personnes justement d'échanger ces données? Parce que la plateforme technique est opérationnelle, elle fonctionne. En revanche, que tout le monde se soucie de dire qu'est-ce que fait l'autre derrière, etc. Au début, ce n'était pas si évident que ça. Voilà. Chacun avait tellement de problèmes à régler qu'il se disait je me concentre sur mes problèmes. Puis très rapidement, les gens ont joué le jeu et là, ils ont profité de l'effet de plateforme et du bénéfice d'avoir l'information de bout en bout et de l'avoir en temps réel avec le moindre retard d'un avion, d'un bus, un chauffeur malade ou quoi que ce soit. Tout ça, c'était organisé et du coup, on a été efficace et on a donné cette impression en tout cas
de bonne gestion qui va rester, je pense, comme un exemple pour les JO. En tout cas, on a eu les félicitations du comité olympique. C'est pas rien. Paul, avec Affluence, vous avez aussi mené un grand projet, une plateforme qui donnait la fréquentation des principaux lieux touristiques et de compétition en ligne. Cette plateforme a-t-elle eu un succès pendant les JOP ? Oui, alors ça a eu un succès sur deux aspects. Le premier, c'est finalement les sites en eux-mêmes qu'on référençait. Donc pour rappel, la différence avec la plateforme qui existait avant et la plateforme qu'on a mis en ligne exclusivement pour les JOP et à laquelle on est en train de penser à l'héritage, c'est le fait de référencer des sites qu'on n'équipait pas forcément. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tous les sites qui étaient référencés, c'est des sites qu'on équipait et pour lesquels on avait donc la possibilité d'avoir en temps réel l'affluence à travers les capteurs qu'on avait installés. Là, l'objectif, c'était de couvrir finalement un panel de sites beaucoup plus large, beaucoup plus rapidement, y compris des sites de plus petite taille pour lesquels économiquement, c'était plus complexe de pouvoir justifier l'investissement lié à l'installation des capteurs. Et donc ça a très très bien marché. On a référencé plus de 700 sites supplémentaires uniquement en Ile-de-France et pour chacun d'entre eux on a donné une information d'affluence qui était forcément moins précise qu'avec les capteurs mais qui permettait quand même de se faire une idée et de privilégier les heures creuses plutôt que les heures pleines et chacun de ces sites qui pour certains étaient quand même de plus petite taille donc forcément quand on parle de chiffre de consultation de ces pages là il faut mettre en perspective par rapport à la fréquentation du site lui-même on avait en moyenne plusieurs milliers de consultations donc ça montre bien finalement l'intérêt pour consulter cette information y compris pour des sites pour lesquels on n'a pas forcément une crainte, une appréhension liée à l'affluence, mais un souhait quand même d'être rassuré et une idée de pouvoir quand même optimiser la fréquentation de ces sites. Et justement, cette plateforme, est-ce qu'elle est vouée à vivre encore ? Comment elle va évoluer en fait ? Alors c'était un grand test pour nous, on ne voulait pas s'obliger à la faire continuer après les JO, on ne voulait pas à l'inverse la tuer avant qu'on ait pu voir ce que ça donnait. Vu le succès que ça a eu et les retours très positifs qu'on avait, y compris c'était une des interrogations qu'on avait sur la qualité de la data, puisque finalement encore une fois on n'avait pas cette finesse d'information qu'on peut proposer sur les autres sites, à savoir vraiment des temps d'attente à la minute, des taux d'occupation de salle par salle. Malgré ça, les retours étaient très positifs des usagers. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de l'étendre, pas uniquement à l'Île-de-France, mais aussi à toutes les autres régions. Et encore une fois, pas uniquement aux sites qu'on équipe habituellement, mais à tout site qui pourrait être intéressant pour le visiteur. Et avec aussi potentiellement l'opportunité pour ces établissements d'avoir une offre un peu plus accessible où finalement ils peuvent commencer à communiquer cette information à leurs visiteurs, les sensibiliser et voir l'intérêt que ça peut avoir pour eux. Comment vous allez mesurer ça dans le sens comment vous considérez tel ou tel lieu est un petit site moins fréquenté Alors c'est pas tant la question de petit site ou pas, c'est les sites qui actuellement sont pas équipés. Donc en fait c'est de dire en fait même si vous n'êtes pas équipé de capteurs, même si vous n'avez pas cette information d'affluence, vous allez quand même pouvoir communiquer dessus. Nous on a développé en fait un algorithme qui permet justement en s'appuyant sur la data dont on a déjà pour les sites qui sont équipés, de pouvoir extrapoler vers des sites qui ne sont pas équipés et d'avoir cette notion d'affluence. Et donc c'est de dire, vous avez un premier niveau d'affluence sur lequel vous allez pouvoir communiquer auprès de vos visiteurs gratuitement. Et après de façon un peu graduelle, vous allez pouvoir vous équiper progressivement et donner une information un peu plus fine, un peu plus fiable, avec des prévisions et pouvoir finalement... Donc le but c'est d'être le plus exhaustif finalement sur le territoire français. Exactement. À long terme. Exactement. Et surtout que ça permet de garantir cet effet de réseau qui est de se dire, je regarde autour de moi et je vois en fonction d'affluence comment est-ce que je vais organiser ma journée, dans quel site je vais pouvoir aller, qu'est-ce que je vais privilégier finalement comme lieu de visite en mettant en rapport un site que j'ai très envie de voir mais pour lequel il y a potentiellement du monde, d'un autre que je n'avais pas forcément prévu de voir mais pour lequel ça me semble être une bonne opportunité de découvrir dans des conditions assez favorables parce qu'il y a peut-être moins de monde. D'accord. Corinne, est-ce qu'on peut imaginer justement que le service d'affluence soit intégré au service ? Ça l'est déjà. Est-ce que ça le sera davantage ? Depuis longtemps d'ailleurs. Ouais. Je pense qu'on a été un des premiers à l'intégrer sur notre site web. Donc bien sûr, oui. Donc ils avaient, les visiteurs durant les JOP avaient déjà accès à cette information. Bien sûr. Après, j'ai envie de dire, aujourd'hui c'est quand même moins valable sur l'ensemble des sites et pas tous. Donc c'est pour ça que c'est bien d'ailleurs de pouvoir changer aussi la typologie peut-être des sites qui sont référencés. C'est ça, parce qu'aujourd'hui c'est uniquement les sites qui sont équipés sur lesquels vous transmettez l'information. Là maintenant, fort de cette période de test, je pense qu'on va pouvoir étendre à l'ensemble des sites. Exactement. Et donc, votre service, comment il évoluera ? Alors, sur le long terme, vous avez parlé de billetterie qui était quand même un
grand aspect technique en tout cas pour mettre ça en place. Est-ce que ça aussi ça va évoluer? Oui, alors pour nous, il y a plusieurs sujets. Alors, la web app du coup My Paris Je t'aime pourrait évoluer d'ailleurs en app toute simple aussi à un moment donné. On a également intégré dedans déjà un premier lot d'informations et de données, notamment sur le handicap, avec My Paris Je t'aime handicap, puisqu'on a une version en fait qui filtre toutes les informations par typologie de handicap. Et ça, c'est un sujet quand même majeur, notamment d'héritage avec les jeux, alors qui s'appuie sur de la donnée, qui a été testée, puisqu'on a fait pas mal d'audits. C'est un vrai sujet de fiabilité des données qui est d'autant plus crucial sur ces populations à besoins spécifiques. Effectivement, après, l'enjeu probablement est sur un espèce d'univers, je dirais, ouvert à nos partenaires pour avoir justement ce fameux compte client unifié, pour pouvoir dire à quelqu'un, une fois qu'il arrive effectivement sur le territoire, avec un seul identifiant, on a déjà ses coordonnées et notamment ses coordonnées bancaires, parce que c'est un sujet de paiement, pour pouvoir le rassurer, qu'il soit en lien avec un tiers de confiance comme l'Office, parce que malgré tout, on sait qu'il y a des fraudes sur Internet et c'est un élément de réassurance effectivement pour le client, et de voir comment on peut lui assurer que de bout en bout, c'est ce même compte qui lui permettra de faire la commande, par exemple d'un taxi, d'un véhicule, d'un vélo demain, mais également billetterie, monuments, etc. Monument, c'est relativement simple puisqu'on le fait déjà. Ce qui est compliqué, c'est un peu le transport. Ça reste un sujet compliqué et épineux, mais je ne doute pas que l'énergie collective que nous avons développée à l'occasion des Jeux... De toute façon, voilà, vous travaillerez ensemble, j'imagine, dans les mois à venir. Oui, on travaille ensemble déjà pour alimenter, parce que vous avez toutes les données qui vous sont nécessaires pour les avions et vous aviez besoin de les récupérer pour la SNCF, et nos équipes sont déjà en train de travailler ensemble parce que la SNCF se mobilise là pour apporter les informations qui manquaient. Donc là, c'est déjà en cours. C'est un des héritages. Chaque fois, la sensibilité et la sensibilisation aux besoins finalement de celui qui est dans la chaîne, on passe le relais. C'est ça l'esprit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est une grande réussite, je pense. Pardon. Et ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais en plus c'était quand même une des nouveautés pour les Jeux Olympiques, cette possibilité de connaître l'affluence dans les transports en Ile-de-France. C'est un projet sur lequel on a travaillé, donc c'est spécifique à Ile-de-France pour le coup, mais ça peut quand même donner lieu à des cas d'usage assez intéressants, notamment pour les touristes. Oui, et puis après peut-être un deuxième héritage sur lequel on aimerait capitaliser. On a pas mal testé des outils de formation en ligne pour les professionnels et pour les volontaires, par exemple, des Jeux, sur lesquels on a fait un certain nombre d'outils effectivement à base d'informations touristiques et qu'on a accompagné en soutien, par exemple, de notre manifeste de l'hospitalité pour les adhérents de l'Office. Demain, il y a également des sujets de jeux. On a lancé un jeu qui s'appelle Spot 24. Play Spot 24, qui était un jeu aussi pour pouvoir emmener les gens à la découverte du territoire, parce qu'on gagne des points. C'était un peu un Pokémon Go de l'Office de tourisme. Et je pense que ce sujet de gamification est quand même un sujet peut-être sur lequel il faut qu'on arrive à capitaliser. Développer à l'avenir. Exactement, au service du territoire, pour faire découvrir des nouvelles choses, encourager effectivement les gens à aller tester d'autres choses. Donc ça aussi, c'est un sujet sur lequel on aimerait bien réfléchir. Et Charles, donc ces JOP ont été donc un démonstrateur, vous l'avez dit. Est-ce que justement ces services qui ont été expérimentés, mis en place, vont pouvoir être dupliqués pour d'autres événements similaires à l'avenir? Alors oui. Alors déjà, d'autres événements similaires, par exemple, il va y avoir un événement en juin 2025 à Nice, un sommet international des Nations Unies pour les océans et les mers. Il va y avoir 16 000 délégués. 4 fois moins que pour les Jeux Olympiques, mais je vous garantis que pour une ville comme Nice, il va falloir gérer ça. Donc Nice a adhéré, Nice Métropole, Nice Côte d'Azur a adhéré à EONAX pour utiliser les outils directement qu'on a mis en place pour les JO. Je vous disais qu'on avait été contacté aussi pour les Jeux Olympiques d'hiver et puis pour les Jeux Olympiques d'été de 2028, c'est un petit peu plus long. Voilà, mais parce qu'ils ont intérêt à reprendre. Et puis d'une façon générale, toutes les pratiques, les bonnes pratiques qui ont été réalisées, par exemple pour les PMR, il y a eu un énorme travail pour amener les sièges à la sortie de l'avion, les sièges personnels, etc. Tout ça, ça va être généralisé à tous les passagers. Ce qu'on a fait pour les délégations, qu'on a testé à très grande échelle, là maintenant ça va être la totalité des passagers, donc des centaines de milliers de passagers qui vont pouvoir avoir un service vraiment bien amélioré. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Alors vous restez sur le plateau justement, car nous allons maintenant accueillir 3 startups qui vont avoir 1 minute pour pitcher devant vous, et vous poserez une question à chaque startup qui auront ensuite encore 1 minute pour y répondre.
Et sans plus attendre, nous accueillons la startup All The Way qui a 1 minute pour pitcher. C'est à vous. All The Way, c'est une solution de gestion de bagages qui est intégrée aux compagnies aériennes, compagnies ferroviaires et à l'ensemble de l'écosystème du travel. On a développé une solution qui fait 4 choses exceptionnelles. 1, un protocole de sûreté validé par la DGAC. 2, en fait, une proposition en mini-hub, point relais, qui nous permet d'offrir le service à partir de 25 €. 3, des outils technologiques, dont une application logistique qu'on appelle le Amazon du bagage et tout un set d'API connectés à l'écosystème du travel. Et enfin, une plateforme pour les clients pour qu'ils puissent commander et personnaliser une expérience voyage en lien avec leur billet d'avion et demain leur billet de train. Merci. Très, très concis. Charles, avez-vous une question pour All The Way? Moi j'ai une question pour All The Way et Émilie. Formidable ce que vous avez fait avec SkyTeam. Comment vous allez passer avec les autres alliances? Parce qu'il y a beaucoup de compagnies aériennes et notamment les 2 autres alliances. Est-ce que vous avez déjà des projets? Comment vous passez sur le train avec ce qu'ils ont annoncé sur les bagages? Comment vous passez sur les centres de congrès, les grands événements? Tout ça, c'est pas facile. Donc comment vous envisagez de traiter ça? Eh bien, on l'envisage de manière très positive parce que figurez-vous que le groupe Lufthansa nous a contactés et Eurostar nous a contactés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu justement ce qu'on a fait avec SkyTeam. Je crois qu'ils ont vu aussi tout le protocole de sécurité qu'on a développé. On a beaucoup communiqué sur ça, on a mis beaucoup de temps à développer ça. Et donc ça a créé un intérêt. Et pour répondre à votre question, finalement, la complexité, elle n'est pas tant une complexité technique qu'on sait adresser, qui sont des connecteurs. Je dirais c'est plus une complexité des équipes à l'intérieur des grands groupes. Il faut convaincre à chaque fois. On touche à des sujets de sécurité et de technologie, donc il faut dans chaque entreprise qu'on aille convaincre 40 personnes. Donc c'est un temps je dirais, d'évangélisation de notre solution en interne dans les équipes. C'est beaucoup plus ça qui va prendre du temps à mon sens. Et puis évidemment, quand on va travailler avec Eurostar, il va falloir qu'on adapte d'un point de vue très concret, très opérationnel. Travailler avec Lufthansa, ça va être travailler sur un nouveau terminal. Donc en fait, il y a des petites choses comme ça qui sont beaucoup plus de l'ordre du concret qu'on va devoir adapter. On arrive au terme, un peu plus d'1 minute, mais il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Place désormais à la startup Around Us. C'est parti. Il nous est tous arrivé de chercher une attraction touristique phare à faire en vacances. Or, quand on cherche dans Google Maps, on trouve des coiffeurs, des dentistes, des avocats, et très vite, on a cette petite voix qui nous dit « Papa, je m'ennuie ». C'est vrai, il y a 200 millions de points d'intérêt dans Google Maps, mais au final, il y en a seulement 1% qui vont vous intéresser. C'est pour ça que j'ai créé Around Us, une app qui se focalise sur l'essentiel. On enlève tout ce qui est inutile. À la fin, quand vous zoomez sur une ville, par exemple, elle va vous montrer tous les monuments emblématiques. Vous zoomez encore sur un jardin et elle va vous afficher le détail, les secrets de chaque statue. Elle contient 10 millions de points d'intérêt partout dans le monde et a déjà été téléchargée 1 million de fois. L'objectif, c'est que vous vous focalisiez sur l'essentiel et de faire en sorte de laisser l'appli faire les choses et savourer cette petite voix qui vous dit « Papa, quand est-ce qu'on revient ?» Corinne, avez-vous une question pour Around Us? Du coup, ça fonctionne effectivement si vous avez une marque qui est très forte. Est-ce que cette marque est suffisamment forte et quel est le plan derrière pour pouvoir la développer? Et c'est quoi la relation demain avec les villes et les offices du tourisme qui font déjà ce genre d'opération? Alors effectivement, pour l'instant, elle a déjà été téléchargée 1 million de fois partout dans le monde. Elle est en 8 langues, donc il y a déjà un gros bassin d'utilisateurs. Tout l'enjeu, c'est de la faire connaître. Pour l'instant, il n'existe pas l'équivalent, donc le bouche à oreille fait beaucoup. Mais donc j'ai quelqu'un qui m'a rejoint, Stéphane Renard, qui va aider à développer sa notoriété auprès des offices de tourisme, que ce soit en France ou à l'étranger. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et pour finir, nous accueillons la startup VisitMove. C'est parti pour 1 minute de pitch. Bonjour, donc David VisitMove. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on automatise la création de séjours touristiques sur mesure. Concrètement, et je pense que ça va vous parler, on croise en temps réel l'offre de transport
avec l'offre d'activités touristiques. Et en fait, en combinant ces deux informations, ça nous permet de générer pas juste une liste de choses à faire, mais vraiment un itinéraire sur mesure qui en plus peut se mettre à jour en temps réel avec des informations comme l'affluence. Et sur Île-de-France par exemple, on a l'ensemble des transports en commun en temps réel, ce qui permet de toujours proposer le meilleur à faire à la personne en fonction de ses envies, de ses contraintes, de là où elle se trouve et du changement qui peut s'opérer dans son environnement. Très bien, très concis. Paul, avez-vous une question pour VisitMove ? Oui, finalement, la difficulté, ça me semble être presque autant de concevoir cette recommandation, ce trajet, que de le présenter de façon compréhensible, intelligible et quelque part en temps réel au touriste qui, sur place, va pouvoir changer d'avis en fonction de ce qu'on lui suggère. Et ça, du coup, comment est-ce que vous prévoyez de faire ? On ne le fait pas, c'est pas notre métier. Non mais c'est une très très bonne question parce que tout est là, hein, c'est dans l'expérience utilisateur. Nous on est en amont sur la chaîne de valeur. On est une boîte techno et donc on passe par des intégrateurs qui eux-mêmes peuvent diffuser dans leur application mobile par exemple cette expertise-là. Alors aujourd'hui on le fait quand même pour tester la proposition de valeur. On a une web app en marque blanche. On a fait un lancement Emily in Paris il y a quelques années on n'était pas allé au bout de la question pour des problématiques un petit peu avec Netflix. Mais en tout cas aujourd'hui on a déjà testé la proposition de valeur sur le terrain, mais c'est vrai. L'expérience utilisateur, c'est un métier à part entière. Nous, on est en amont sur la chaîne de valeur. On est en B2Tech, j'ai envie de dire, quelque part. Très clair. Merci. Merci de vous être prêté au jeu et merci encore aux intervenants d'être venus sur le plateau aujourd'hui. Nous accueillons désormais Charles Tandonnet, qui est vice-président du programme de croissance chez Travelsoft et qui va nous parler des ambitions du groupe, qui veut devenir le leader de la Travel Tech. Charles Tandonnet, bonjour. Bonjour. Alors, difficile un peu de suivre les acquisitions du groupe Travelsoft depuis quelques mois. Elles sont nombreuses. Quelle est l'ambition avec tous ces rachats et y a-t-il d'autres acquisitions qui vont suivre ? L'ambition, c'est la même que depuis tout le début. C'est d'aider, de permettre aux acteurs du tourisme de croître plus rapidement grâce à de la technologie qui leur permet d'atteindre effectivement de la rentabilité supérieure via de l'automatisation, des connectivités. Et donc ça, c'est quelque chose de clé dont les acteurs du tourisme ont besoin. Et c'est l'essence même de Travelsoft, au début via Orchestra en France et progressivement de chacune des plateformes qui ont rejoint le groupe. Alors, ces acquisitions, ce sont des entreprises de l'Europe entière. J'imagine qu'il y a aussi de nouveaux marchés à aller conquérir. Bien sûr, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Europe parce que les sièges de ces entreprises sont en Europe, mais dans les faits, une partie de ces entreprises, et presque la moitié, en tout cas 3 d'entre elles, ont une envergure mondiale, pas que européenne. Par exemple, si j'en cite que 2, Travelgatix est un agrégateur de rang mondial d'hôtellerie, d'hospitality, et Travel Compositor a certes une base importante de clients en Espagne et en Italie, mais une très grosse croissance aussi en Amérique latine et démarre en Asie actuellement. D'accord, donc 2 aspects de ce que je comprends, donc aller toucher de marché, couvrir finalement la terre entière, mais aussi aller acquérir de nouvelles technologies, de nouveaux savoir-faire, parce que c'est aussi des boîtes technologiques finalement que vous rachetez. Oui, effectivement, quand on va regarder une opportunité de société qui soit nous contacte pour rejoindre le groupe ou soit qu'on va aller proactivement chercher et chercher à rencontrer, on va essayer de regarder ça sous 2 prismes. D'une part, le prisme géographique qui va nous permettre de continuer à étendre l'empreinte géographique de Travelsoft à d'autres géographies où on n'est pas forcément présent aujourd'hui, où on souhaite se renforcer. Et d'autre part, aller regarder s'il y a un fit, en tout cas d'une correspondance et un intérêt d'un point de vue technologique, d'un point de vue fonctionnel pour nos clients. Et donc en balançant l'un et l'autre, à la fois une expansion géographique et une expansion fonctionnelle et des ajouts fonctionnels intéressants pour l'ensemble aussi de nos clients, on va analyser les cibles de cette manière-là. Alors je le disais en préambule, Travelsoft veut devenir le leader de la Travel Tech. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a un axe en particulier que vous allez creuser ou vous allez vraiment vous démarquer ? L'axe, c'est d'être à l'écoute de nos clients et de continuer à le faire. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a des choses qui sont en train de se démarquer, mais ce n'est pas Travelsoft qui décide que c'est des nouveautés ou que c'est une évolution du marché. C'est réellement le marché, le travel, pour parler mondialement, qui évolue vers des nouveaux paradigmes. Et ça, c'est de l'âme de fond, c'est des mouvements qui sont très progressifs. Et donc, par exemple,
quelque chose qui a commencé il y a très longtemps, c'est la connectivité aérienne, avec les connectivités directes avec les compagnies aériennes, qui a commencé il y a maintenant plus de 10 ans et qui est en train d'atteindre réellement, on va dire, full speed, hein, la vitesse de croisière sur ce sujet particulier. Et bien, de la même manière, on observe que ça se présente et ça s'oriente de la même manière sur l'hôtellerie, avec le besoin d'avoir de plus en plus de connectivité directe avec le stock, hein, réellement avec le stock de l'hôtelier, moins que ce qui a été fait pendant des années et qui fonctionne encore, hein, mais c'est un peu en train de décroître, les contrats classiques d'hôtelier avec du stock fixé et réservé. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas plus que dans le secteur de la distribution, hein, finalement vous touchez d'autres marchés. Est-ce que ça veut dire qu'on va vous retrouver dans d'autres secteurs d'activité, des domaines où on ne vous croisait pas avant? Je sais qu'il y a quelque chose dans le paiement récemment que vous avez lancé. Vous avez aussi une ambition du côté des plateformes de destination. Voilà, j'imagine que ce prisme va vraiment s'élargir au fil du temps. Oui, et il peut s'élargir de deux manières. Il peut s'élargir soit par acquisition, avec l'acquisition d'une ou de plusieurs sociétés qui vont être complémentaires fonctionnellement, et donc complémentaire, ça veut potentiellement dire que c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore aujourd'hui ou qu'on va renforcer, ou autrement des créations de services réellement par Travelsoft en tant que tel. Et donc effectivement, aujourd'hui on en voit trois hein, majoritairement. Le premier, ça va être la donnée. Voilà, les 35 milliards de réservations par an, c'est énormément de données, énormément de valeur, c'est énormément de recherche aussi en avant même de la réservation. Donc ça a beaucoup de valeur et l'idée ce serait en fait de l'apporter à la fois aux tour opérateurs et aux destinations, donc aux personnes qui vont créer l'offre réellement, mais aussi pourquoi pas en pilotage aux distributeurs. Donc la partie données c'est une partie très importante. D'autres sujets qui vont être importants et qu'on travaille, tu as parlé du paiement. Le paiement effectivement c'est quelque chose qu'on était très agnostique hein, et on le reste, donc c'est-à-dire qu'on va continuer à aller apporter aux distributeurs ou en tout cas aux personnes qui ont besoin soit d'acquérir des paiements, soit de reverser à leurs fournisseurs la technologie qui leur permet de le faire, qu'ils vont choisir, et on se propose aussi d'être une force de proposition dans cette brique de paiement, et donc d'apporter ce qu'on considère être le meilleur de ce qui se fait aujourd'hui en paiement pour le tourisme, et donc réellement adapté au tourisme. En fonction de là où il y a des besoins, des demandes des acteurs du tourisme, tout Exactement. simplement. Et il va y avoir d'autres services, effectivement, plus largement, des services adapté au tourisme, et donc il peut y avoir plein de choses, notamment dans le domaine de la consolidation, notamment dans le domaine de la mise en place de connectivité. Parfois il y a encore des choses qui sont un petit peu manuelles pour aller faire un lien entre un contrat et un hôtel et un distributeur. C'est des choses qui sont pas encore forcément totalement automatisées, qui demandent une connaissance particulière, une appétence aussi à la technologie et qui peut être sans doute apportée par Travelsoft de manière intéressante. Dernier point, dans le cadre du salon IFTM dans lequel on est aujourd'hui, hein. Orchestra, donc le vaisseau amiral quelque part de Travelsoft, accompagne le village des startups, le Startup Contest également. Quelle place laissez-vous à la collaboration avec les startups, à l'innovation? Quelle place accorder à l'innovation au sein du groupe Travelsoft? Une part très importante, dans le sens où ça fait partie de ce qu'on fait, de ce qu'on est. L'innovation, si ce n'est être à l'écoute du marché et de la technologie en même temps et son évolution pour en créer des produits qui répondent à des besoins, c'est ce que je vais considérer être le cœur de l'innovation et réellement l'essence de ce concept. Et dans ce cadre-là, être à l'écoute des nouveaux projets, des nouveaux produits qui vont se créer, des nouveaux usages, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Un point de vue très avec beaucoup de recul, très intellectuel. Mais dans la réalité, c'est quoi? C'est parler avec des clients dont leurs nouveaux besoins, de quelle rupture ils ont besoin, parler avec des startups qui eux aussi ont pu identifier ce type de problématique-là. Donc aujourd'hui, Travelsoft, c'est des sociétés qui sont entre 250 et 15 personnes. Donc en fait, 15 personnes, c'est pas une start-up, c'est bien entendu quelque chose qui se doit d'être très rapide, très agile. Donc on en intègre, voilà, dans la consolidation on en intègre, et de la même manière on a des partenariats qui se créent de manière assez proche. La plus récente c'était Tic Tac Trip par exemple. Tic Tac Trip, un consolidateur de train, et qui lance aujourd'hui son tour opérateur sur une offre de train plus hôtel bien entendu en France et à l'étranger en Europe. Merci Charles Tandonnet d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci. Nous sommes dans le 5e élément. Voilà ce qu'affirmait la geekette Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, lors de la présentation des taxis volants de Volocopter en 2020. Force est de constater que nous ne vivons pas encore dans un scénario de SF, et vous allez nous expliquer pourquoi, Hugo. C'est l'heure de la chronique.
Du 5e élément à Blade Runner, le taxi volant a nourri l'imaginaire du grand public, au point de devenir un symbole d'une société futuriste où le transport urbain s'organise en 3 dimensions. Et désormais, la science rattrape la fiction avec l'eVTOL. Vous savez, cet aéronef à décollage et atterrissage verticaux et électriques. Cet engin est porté par des projets comme Joby Aviation, Bell, Ehang ou encore Volocopter. Et derrière ces jeunes pousses, on retrouve aussi des grands noms du travel et de l'aéronautique. Airbus, United Airlines ou encore le groupe Aéroport de Paris, pour ne citer que. Mais ce marché décollera-t-il un jour? Eh bien, jusqu'à présent, l'heure est aux promesses et surtout aux déconvenues. Il en a fallu de peu pour que Volocopter s'offre une publicité internationale lors d'un vol expérimental surplombant la Seine au JO de Paris 2024. Mais faute de certification de ses moteurs, l'Allemand s'est contenté de survoler les jardins du château de Versailles le 11 août dernier. Ce n'est que partie remise, car l'entreprise prévoit de faire voler l'engin au-dessus de la Seine cette fois, avant la fin de l'année 2024. Et projette même une entrée en bourse courant 2027. À croire que les voyants sont ouverts pour voir décoller cet engin qui s'apparente finalement à une sorte de chimère entre un hélicoptère électrique ou un drone géant. Et pourtant le Volocity, cet appareil doté de 18 rotors et 9 batteries, divise l'opinion publique, et politique surtout, puisque la mairie de Paris a déposé un recours en justice pour empêcher la démonstration tant espérée par l'opérateur pendant les JO. Et le bras de fer fait rage avec la région Île-de-France qui, elle, a voté 1 million d'euros de financement pour soutenir le développement de Volocopter et faire voler l'engin dans le ciel parisien. Une idée qui déplaît aux élus de la capitale. Et oui, tout à fait, Julien. Pour l'adjoint au transport de Paris, David Béliard, le taxi volant s'apparente davantage à un gadget réservé aux plus riches qu'à une solution de mobilité urbaine viable. L'élu écologiste déplore notamment une empreinte carbone largement supérieure à celle d'un taxi classique et condamne aussi la pollution visuelle de ce nouveau mode de transport. Pour un Paris-Orly, il faudrait compter entre 110 et 140 euros le trajet, ce qui est plus du double que le tarif d'un taxi traditionnel. Alors, présenté comme plus confortable et plus rapide par le PDG de Volocopter, cela reste toutefois à prouver. Et oui, dans un rapport qui passe au peigne fin les projets de taxi volant dans 42 villes, les analystes de Lufthansa indiquent que les temps de trajet du taxi volant seraient à peine plus courts que ceux d'une voiture et dans certains cas plus longs. Des critiques qui poussent le porteur de projet à revoir leur copie. Et si Augustin de Romanet, le président d'ADP, estime que les taxis volants envahiront le ciel d'ici 10 ans, le discours de Volocopter se concentre désormais sur l'intérêt d'utiliser ces appareils pour du transport médical d'urgence. Finalement, le taxi volant a peut-être plus de chances de devenir une sorte d'ambulance du ciel. Et tant pis pour les fans de Corben Dallas. Alors cela ne veut pas dire qu'il faut faire exprès de se casser la jambe juste pour pouvoir tester ces taxis volants. Merci Hugo pour ce décryptage. Nous arrivons à la fin de cette émission Tech Care. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.